à Arnaud Gossement. Arnaud, pour que vous puissiez justement apporter votre éclairage. Comme je disais, le droit, évidemment, a des conséquences aussi importantes sur l'économie. Bon, ça y est, la loi... Alors, moi, je sais jamais climat, énergie, climat, on s'amuse à changer le sens entre l'Europe et la France, etc. Hier, les députés, ça y est, c'est adopté définitivement. Alors, elle a été adoptée, cette loi énergie-climat, effectivement, là, le 11 septembre. Il manque encore un tout petit passage au Sénat qui devrait se faire avant la fin du mois. Et ensuite, on espère une publication au journal officiel après promulgation, fin du mois, début du mois d'octobre. Bon, sachant que c'est qu'une loi, donc en fait, il y a encore les décrets d'application qui doivent suivre derrière. Globalement, et là je parle en tant qu'administrateur d'Enerplan, le bilan qui a été fait par le syndicat sur cette loi est plutôt favorable. Il y a un certain nombre de dispositions qui étaient attendues, qui permettent effectivement, monsieur l'a déjà dit, d'élargir notamment la maille périmètre à l'intérieur duquel on pourra réaliser des opérations d'autoconsommation collective. Il y a un certain nombre de dispositions, je ne vais pas toutes les citer, mais sur les ombrières ou sur la solarisation des toits des bâtiments industriels qui vont aussi dans le bon sens. Il y a des décisions qui ont été prises lors de l'élaboration de cette loi, qui ont été prises par d'autres textes qui permettent effectivement de débloquer le tiers investissement. C'était effectivement très très attendu. Mais on va dire que le grand pas qui doit être sauté par l'État en matière réglementaire ne l'a pas été. C'est-à-dire que non seulement en matière de simplification, il y a encore beaucoup de travail. En tant qu'avocat, ça, on ne cesse de le répéter. Ce matin, c'est encore revenu sur le tapis, cette question de simplification. Oui, mais c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on le répète ici. Ouais. Et c'est un peu frustrant de voir, par exemple, là, il y a très récemment, il y avait un très beau projet sur une île au large des côtes françaises qui vient de tomber à l'eau parce que l'architecte des bâtiments de France a considéré qu'il n'avait pas suffisamment d'études pour donner son... Voilà, ce type de tracasserie administrative n'est pas acceptable. Alors, certes, dans la loi, on nous dit qu'on pourra déroger dans les plans locaux d'urbanisme pour les ombrières, que les plans de prévention des risques technologiques ne pourront plus interdire le solaire. Tout ça va dans le bon sens, mais c'est des tout petits points et ce n'est pas une réforme d'ensemble. La réforme d'ensemble, c'est certainement de considérer que l'autoconsommation, ce n'est pas que de la production d'énergie, c'est un usage, et que cet usage aboutit à une économie d'énergie. Alors, là, on pourrait vraiment faire un pas si on considérait autrement la production d'énergie solaire, d'électricité solaire, et thermique évidemment. Et l'une des idées qui est développée aujourd'hui au sein du syndicat, qui est notamment portée par André Joffre, vous l'avez d'ailleurs signalé, c'est pourquoi pas rendre éligible au dispositif des certificats d'économie d'énergie certaines opérations d'autoconsommation. Alors, c'est une idée, il faut faire attention parce que c'est une idée qui est à la fois très séduisante puisqu'elle permettrait enfin de graver dans le marbre du droit qu'une opération d'autoconsommation, c'est une opération d'économie d'énergie et pas simplement de production, d'ajout d'électrons. Mais le problème, c'est que le secteur des certificats d'économie d'énergie comporte un certain nombre d'acteurs totalement vertueux, mais c'est un secret de polichinelle qu'aujourd'hui l'État nourrit une certaine inquiétude sur ce secteur-là. Il y a des éco-délinquants, et certains sont très éco-délinquants. Vous avez des associations de consommateurs qui sont assez inquiètes, des arnaques, on en trouve pas mal sur Internet aussi. Et donc c'est vrai que si jamais le secteur du solaire photovoltaïque décide d'entrer dans ce dispositif-là, il va vraiment falloir être proactif pour démontrer que les solutions qui sont proposées n'entraîneront pas, comme on a pu le voir pour d'autres opérations type comble, des actes d'éco-délinquance tels qu'on a pu connaître par le passé. Donc voilà, donc c'est à la fois très prometteur, cette idée qu'on va faire de l'économie d'énergie, mais en même temps, les outils aujourd'hui pour matérialiser ça sont à prendre avec précaution. Par ailleurs, il y a aussi des instruments nouveaux qui sont... Parce qu'en général, les avocats sont très anxiogènes, font part de tous les problèmes qu'ils voient dans leur cabinet et en fait, vous allez tous repartir en vous disant on va changer de métier. Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je pense notamment aux communautés d'énergie renouvelable. Ça reste aujourd'hui un concept assez flou dans le cadre de cette loi, mais c'est un très très bon concept qui va englober notamment les opérations d'autoconsommation collective, mais pas simplement. On va vraiment au-delà simplement de l'autoconsommation pour l'ensemble des services qui sont liés à l'utilisation d'énergie solaire. Alors juste en néophyte, c'est quoi ? Ça sera quoi ces communautés d'énergie renouvelable ? Parce qu'on a parlé de communautés d'énergie en Europe, on parlait aux Pays-Bas, pour mieux comprendre ce qu'il y a dans la loi en tant que telle. Ça reste un cadre aujourd'hui assez flou, qui pourra prendre ensuite la forme d'une association, d'une société, d'une coopérative, d'une personne morale organisatrice lorsqu'il s'agit d'une opération d'autoconsommation collective. L'idée, c'est de ne pas limiter simplement la production d'électricité
à une simple société de projet de développement ou à une PMO, mais d'avoir des structures à l'intérieur desquelles on pourra faire plusieurs choses, du service, de l'information, du suivi, de l'autoconsommation, et ainsi, à une échelle locale, donner effectivement l'ensemble de ces services à l'ensemble des adhérents. Juste un dernier point, malgré tout, quelque chose qui ne va pas encore tout à fait dans le bon sens, et ça c'est un regret d'Enerplan, c'est au niveau de la fiscalité ou de la parafiscalité. Enerplan a saisi le Conseil d'État d'un recours contre la dernière délibération de la Commission de régulation de l'énergie sur le TURP. Oui, c'est ce dont parlait Hervé Mathierico, donc j'allais vous faire réagir. Vous êtes parti dessus, c'est parfait. Je finis juste là-dessus au sens que je ne peux que regretter l'absence de dialogue total de la CRE. C'est vrai qu'on a vraiment essayé d'entrer en contact avec la CRE, essayé de discuter. On n'est pas tout de suite allé au Conseil d'État, on a attendu le dernier jour. Et même devant le Conseil d'État, nous n'avons toujours pas d'écrit de la Commission de régulation de l'énergie. C'est dommage, parce que la CRE, au contraire, nous a dit « Mais rassurez-vous, le prochain TURP, on va vraiment engager une grande concertation. » Pourquoi pas, mais tirons les leçons de l'échec qui vient de se produire, un échec de concertation, pour ne pas les reproduire à l'occasion du prochain TURP l'an prochain. Voilà, ça c'est le petit bémol. Je regrette un peu de finir par là, mais c'est un point lourd quand même en termes réglementaires que ce TURP qui prospère encore.